extrêmement ému parce que quand je vois Baba Diouf ici, je n'avais que 7 ans. Je venais de Sokone. J'avais réussi à rentrer en 6e. Mon frère était son adjoint. Et j'étais dans le parc forestier de Anne, tout esselé, n'ayant personne avec qui parler. Et mon frère me forçait absolument à passer tout le temps à lire. Et quand Baba Diouf passait avec son véhicule, c'était une tonus ou une tulier, quelque chose comme ça, une marque allemande. Il me tirait les oreilles et m'appelait Oréal. Alors je suis très ému, Baba. Vraiment. Merci beaucoup. Professeur, vous m'excusez de cette parenthèse. Je suis aussi ému parce que tous ceux qui sont autour de la table sont des amis et des collègues. Comme Modiga qui représente le président de l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui nous unit. C'est les WAS et les LOL de Sokone. Mais en disant ça, je me rends compte que l'épouse de monsieur le professeur Ibader Thiam est ma grande amie, Marème. D'abord, elle nous a confié un projet extrêmement important. En plus, elle m'exige sa glacière de WAS. Ça va venir avant la fin du mois de janvier. Voilà. Si je continue, je vais faire une conférence par rapport à ces liens-là. Je ferai mieux de m'en arrêter ici. Vous annoncez seulement qu'on a essayé quand même de diversifier cette année. Parce que ce qu'on fait participe des sciences sociales pour la plupart de nos activités. On va introduire une dimension économique. On va essayer de créer ou de mettre sur pied ce qu'on appelle les samedis de l'économie. Chaque fois, une fois par mois, on va inviter une éminente figure de l'économie sénégalaise, ouest-africaine ou internationale pour qu'il nous entretienne des questions et des problèmes économiques de l'heure qui interpellent le Sénégal, la sous-région et le monde entier. Je vais m'en arrêter là et donner la parole au professeur Ibader Thiam en le remerciant de l'honneur qu'il nous fait. C'est la deuxième ou la troisième fois qu'il vient présenter son livre dans le WAC. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, honorables députés, membres du bureau de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ministres conseillers, Excellences, Monsieur l'ancien président de la Cour suprême, Monsieur le président de l'Association des anciens combattants, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant de commencer vous rassurer, la cérémonie ne sera pas longue. Je souhaiterais qu'elle puisse se terminer en 18 heures, de sorte que si vous avez des obligations par ailleurs, vous puissiez y vaquer en toute tranquillité. Cela dit, je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements au WAC. Pour l'accueil si amical qu'il m'a une nouvelle fois réservé, alors que cette manifestation marque la troisième du genre que ces services auront abrité pour faire connaître au public. Premièrement, un ouvrage que j'avais intitulé « Le Sénégal dans la guerre 14-18 pour le flux du combat pour l'égalité », dans lequel j'avais suffisamment mis en lumière le rôle capital que le député Blaise Diagne avait joué auprès de ses frères de race pendant la guerre 14-18. Deuxièmement, un second ouvrage portant le titre Histoire et commune et leur rôle dans la construction de la démocratie sénégalaise et dans l'émergence d'un leadership indigène des premiers contacts au début du XXe siècle. Troisièmement, cette manifestation est la troisième du genre au cours de l'année 2014
sur un ouvrage intitulé La Révolution de 1914 ou l'élection au Palais Bourbon du député noir Blaise Diagne, de son vrai nom Galaye Mbaye Diagne, tome 1, qui va préciser la bataille héroïque qu'il a menée pour accéder au Palais Bourbon au détriment des Blancs et des Métis. J'ai chaque fois été accueilli avec courtoisie et sympathie, monsieur le professeur. Je voudrais pour cela vous exprimer publiquement, monsieur le professeur Ousmane Sène, mes remerciements profondément sincères et ma vive reconnaissance. Je voudrais ensuite remercier monsieur le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne pour le soutien financier sans lequel cette publication ne serait pas disponible à cette heure-ci, et associé dans le même hommage monsieur le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Moustapha Niasse, représenté ici par M. Modian, dont le concours a permis à l'Harmattan de boucler le budget nécessaire à l'édition de cet ouvrage. Un ouvrage qui permettra de bien connaître les origines de notre première institution parlementaire, à savoir l'Assemblée nationale, à travers la figure historique d'un digne fils du Sénégal, dont la geste politique incarnée par son élection triomphale le 10 mai 1914 marque un tournant historique qu'on peut sans conteste qualifier de révolution en raison de sa rupture avec le passé et de ses conséquences sur le devenir de la colonisation française en Afrique. Cet événement, aujourd'hui, aura eu un siècle d'ancienneté, plus de 7 mois et quelques jours. Je voudrais enfin remercier la maison d'édition L'Harmattan, ainsi que tous mes collaborateurs dont la diligence a permis l'édition de cet ouvrage. À ce stade-ci, je voudrais préciser que tous les appuis financiers dont cette publication a bénéficié ont été intégralement remis à l'éditeur à qui ils étaient destinés. Il est là pour apporter témoignage. Je tiens à le dire publiquement pour éviter toute équivoque. Grâce à ces deux subventions, le prix de vente de l'ouvrage ne dépassera pas 10 000 francs. J'en ai offert un exemplaire gratuit à chaque député et à chaque ministre en raison de son intérêt historique. J'ajouterai que je ne toucherai aucun sou de la vente de cet ouvrage. En effet, l'auteur que je suis a renoncé à ses droits d'auteur au profit d'une institution sociale sénégalaise, pas plus que je ne toucherai le moindre centime des ouvrages précédents dont j'ai déjà offert des droits d'auteur aux nouvelles éditions africaines, au musée des forces armées et au fonds créé par le ministère de la Culture pour l'édition. Le portrait que cet ouvrage donne de Blaise Diagne est celui des années de sa relative jeunesse. Il connaîtra enfin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1934, date de sa mort, le 11 mai, il a été élu le 10 mai, il est mort le 11 mai, de sensibles retouches qui vont modifier profondément son action politique et son implication dans les événements de son temps. En effet, au sortir de la Grande Guerre, Blaise Diagne avait atteint une dimension tellement impressionnante et un leadership si flamboyant que le système colonial avait fini par avoir peur de lui et a été obligé de déclencher tout un processus d'endiguement pour réduire son autorité et sa puissance, de peur qu'il ne tombe dans les comportements et les attitudes que développaient à cette époque les mouvements femmes noires, d'obédience garvéiste surtout, le mouvement communiste mondial avec la révolution d'octobre 1917, la stratégie du Comintern en direction des colonies pour affaiblir l'impérialisme, le mouvement pan-islamiste, les mouvements sikh engagés tous dans un processus de lutte anticoloniale. C'est pourquoi, si Dieu le veut, j'ai décidé de publier un deuxième volume couvrant la période 1918-1934 qui permettra d'avoir une vision exacte de la personnalité de Blaise Diagne et de toute son action politique après la signature du pacte de Bordeaux en 1923, s'est démêlé avec le mouvement communiste mondial et le rôle qu'il a joué au service de la France et du commerce colonial à la conférence de Genève sur le travail forcé de 1930.
Lorsque l'historien travaille sur un homme politique, il a le devoir d'adopter une posture équilibrée, en indiquant les actions positives qu'il a conduites et celles qui le sont moins, sans parti pris ni amnésie sélective. Voilà brièvement esquissé les quelques précisions que je souhaiterais fournir dès l'entame. Il ne me reste plus qu'à remercier mes parents, amis, alliés, collaborateurs, collègues du département, partenaires du Codestria, membres des équipes scientifiques de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, et tous les anonymes qui ont fait le déplacement par amour pour l'histoire, avec une mention spéciale pour tous ceux qui ont contribué à ma formation, parmi lesquels se trouve Ousmane Camara, aujourd'hui président de la Cour suprême retraité, et dont l'exemple a été au moins du lumière qui m'a indiqué constamment le chemin. Je voudrais aussi remercier la délégation de la CICAP de notre mosquée, qui est venue ici en forte délégation. Merci enfin à la presse pour sa mobilisation pour assurer la couverture de l'événement qui nous réunit. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole immédiatement à M. Diallo, le docteur Diallo, Abdoulaye Diallo, directeur de Harmattan, Sénégal. Merci, professeur Charmet. Mesdames, Messieurs, honorables invités en boutiques et pattes, je ne m'attarderai pas à citer toutes les autorités ici présentes. Je voudrais juste dire quelques mots. D'abord des mots de remerciement au HAC, comme toujours. Remercier le professeur Ibadan Thiam de la confiance qu'il a eue en nous confiant l'édition de cet ouvrage et j'ose espérer l'édition du tome 2 également. Remercier le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Moustapha Niasse, qui, comme le professeur Ibadan a eu à le dire, a bien voulu accompagner l'édition de cet ouvrage. Monsieur Lyon, faites-vous notre porte-parole auprès du président pour lui faire part des remerciements que nous lui adressons. D'abord pour avoir accompagné ce livre, comme il a déjà eu à le faire pour le livre qui a été consacré à Ibrahima Seydou Ndaw, publié dans la même collection par le professeur Abdoul Sow à côté. Le remercier également pour sa disponibilité à chaque fois qu'on lui a convié pour qu'il vienne présider les cérémonies de dédicace. Il n'a jamais décliné si son emploi du temps le lui permet. Mais aussi remercier l'aéroport international Blaise Diagne à travers toute l'équipe dirigée par M. Abdoulaye Mbow ici présent, d'avoir également bien voulu accompagner l'édition de cet ouvrage. Il nous a donné beaucoup d'argent, qui nous a permis non seulement de faire tout le travail nécessaire pour l'édition de ce livre, mais également de faire en sorte que le livre qui vaut normalement 39 € soit vendu au Sénégal à 10 000 francs CFA. Monsieur Mbow, soyez-en remerciés. Je tiens aussi à préciser qu'il vient de m'annoncer également qu'il va acquérir un lot important pour en faire ses cadeaux de fin d'année. Je ne peux pas en secret. Et je profite aussi de cette occasion pour demander à tous les chefs d'entreprise de ce pays d'en faire autant. Ceci aidera quand même à faire vivre le livre dans ce pays. Parce que les entreprises font beaucoup de cadeaux d'entreprise, mais généralement ce sont d'autres objets que la culture. Alors qu'un livre est toujours quelque chose d'utile. Remercier mes collaborateurs, tous ceux et toutes celles, les auteurs de l'Harmattan. Dans la salle, je pense que le tiers est auteur de l'Harmattan. Je n'exagère pas en le disant. Je vois en face de moi le professeur Mamoussé, dont le dernier livre vient de sortir aussi, Le Pleur et le Sage, qu'on présentera très très bientôt. Je voudrais aussi, avant de terminer, juste annoncer que l'Harmattan a déménagé. Nous ne sommes plus au point E, on est maintenant juste à la VDN à l'entrée. On a un espace un peu plus grand, avec une grande librairie, un espace d'échange qui va venir compléter le travail que nous avons initié avec le WARC. Et d'ailleurs, nous avons déjà lancé depuis le mois de novembre ce que nous appelons les mercredis de l'Harmattan. Tous les mercredis à 17 h, nous donnons rendez-vous à ceux qui s'intéressent à la culture, à ceux qui s'intéressent à l'évolution de notre pays, à ceux qui s'intéressent aux idées, de venir échanger. Il y a un cadre comme celui-là qui est aménagé. Rendez-vous est donné tous les jours, tous les mercredis à 17 h après le travail.
C'est intitulé le mercredi de la matin. On a déjà fait de très très grandes séances. Les activités reprennent, si tout se passe bien, le 7 janvier. Je ne saurais terminer sans faire ce que j'ai toujours l'habitude de faire, inviter tous ceux et toutes celles qui ont quelque chose à dire, de témoigner. La collection dans laquelle le livre du professeur Ibadet Thiam a été publié est intitulé Mémoire et biographie. Nous avons déjà de très grands noms qui ont été publiés dans cette collection. Nous avons une biographie de Seigneur Bazissi là-bas. Le professeur Ibadet vient nous sortir du livre sur Blaise Diagne. Le professeur Abdousson nous a fait un livre sur Ibrahima Seydou Ndao, que je ne connaissais pas, et qui pourtant sont des noms qui ont compté dans ce pays et des gens qui doivent être connus par les jeunes de notre pays et de l'Afrique. Dans la salle, il y a beaucoup de personnes. Le général Mourignan a déjà fait ses mémoires synchrones, un livre qui a été très bien vendu et qui est très utile. J'ai en face de moi, je ne sais pas, le professeur Ousmane Sen a parlé de son maître, M. Djoum. M. Djoum, vous avez l'obligation de témoigner. Il faut, vous avez l'obligation de témoigner avant de partir. Je ne le connaissais pas. Je vois le professeur, non seulement Cissé, mais surtout le conseil spécial du président de la République, qui est un grand écrivain, des premiers auteurs de l'Harmattan, mais aussi le professeur Abidjan, il faut qu'il écrive Kawaii. Je suis en train de négocier avec mon oncle Cheikh Hamidou Kane. La négociation est très avancée. Je espère que ça va aboutir très bientôt. Mon goût, je viendrai à lui parce qu'il a beaucoup de choses à dire, monsieur le ministre. Il est très jeune. Mais dans sa jeunesse, tonton Ndao, effectivement, cette collection est là. Écrivez, dites tout ce que vous avez envie d'écrire, partagez avec cette jeune génération. Vous savez, en partageant l'expérience que vous avez vécue, fait économiser ce pays beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Pourquoi? Parce que les jeunes qui auront lu, auront tiré profit, auront tiré les leçons des échecs, des avancements qui ont été faits par vous, n'auront pas à refaire les mêmes erreurs. L'imam Bayan est là. Je viens de sortir les mémoires du professeur Abdoulaye Iliman Kane. Un bouquin de 500 pages aussi dans la même collection qui est paru juste après le vôtre, qui sera lancé très bientôt. Je pense que nous sommes dans un processus d'accumulation du savoir. Allons dans ce sens. Je vais vous faire un aveu. Le WARC, on est là. Savez-vous que le gouvernement américain a voté un budget pour faire en sorte que tout livre qui est paru en Afrique, chaque exemplaire soit acheté et envoyé à la bibliothèque du Congrès. Le programme est logé ici au WARC. L'Union européenne, dans le cadre des éditions universitaires européennes, a mis en place un gros budget également pour faire en sorte de capter tout le savoir qui est produit par les universitaires africains. Et je me dis qu'on a la possibilité de témoigner. Écrivez. Un livre sert toujours à quelque chose. Dans ce cadre, l'Harmattan Sénégal est là, avec les moyens dont nous disposons. Nous allons travailler, les entreprises, les gens généraux comme M. Mbod, comme le président de l'Assemblée nationale, comme d'autres sont là. Dès que nous avons besoin, si les gens ont les moyens, venez, dites ce que vous avez à écrire. Faites en sorte que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que vous avez eu à faire. Pourquoi? Parce que dans votre vie, certes, vous avez réalisé de très grandes choses, mais il y a eu des erreurs et on ne peut tirer les erreurs que si vous avez couché sur papier. Et c'est l'historien qui vous parle. Je suis maître de conférence en histoire. On ne peut pas écrire l'histoire de notre pays si les gens qui ont fait cette histoire ont décidé de partir avec un pan de cette histoire. Alors témoignez et faisons en sorte que notre histoire soit. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. Celui qui imprime un livre, c'est toujours une pensée. Bien. Je vais passer la parole maintenant à M. Abdoulaye Mbod, directeur de l'aéroport international de Merci, professeur. Vous excuserez quand même le petit polytechnicien qui est parmi ces éminences grises. Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, Monsieur le professeur Ibadet Thiam, Excellence, toute sommité et toute expertise confondue, Mesdames et Messieurs, permettez-moi juste de faire une petite intervention
parce qu'on nous a honorés. Le professeur Ibader nous a honorés de nous avoir fait participer à l'édition de son livre. Monsieur le professeur, je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir permis de m'exprimer sur deux grands hommes qui ont contribué à façonner la nation sénégalaise. Vous-même, professeur, et Blaise Diagne, dont le nom porte l'un des plus grands projets du pays aujourd'hui, l'aéroport international Blaise Diagne, dont je suis à la tête depuis février 2013. Mesdames, Messieurs, aucun exercice ne serait plus passionnant que l'éradication du faux et la recherche permanente du vrai. Cet exercice auquel s'adonne en permanence le professeur a donné naissance à ce nouveau-né des ouvrages historiques, la révolution de 1914 au Sénégal. Nous saluons ici un historien émérite, un érudit consciencieux et intègre. C'est un honneur de parler de l'auteur de cet ouvrage. Le professeur Ibader Thiam est une fierté pour toute la nation sénégalaise. Sa vie entière est consacrée à la recherche et à l'histoire, ce qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs, car il fait partie du comité scientifique de l'UNESCO, chargé de rédiger l'histoire de l'humanité. Sa vie ne se résume pas seulement à son parcours professionnel, car cet agrégé en histoire, docteur, se trouve aussi être un éminent homme politique qui a occupé toutes les stations étatiques, mais aussi il est un syndicaliste valeureux. Vous constituez, cher professeur, un modèle pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Dans cet ouvrage, le professeur retrace dans un langage clair et accessible les clichés réducteurs de l'homme noir. Il convoque l'histoire et dresse le portrait de celui qui a été le premier député noir au sud du Sahara, le Sénégalais Blaise Diagne, de son vrai nom Galaye Mbaye Diagne. Il vous livre les secrets du palais Bourbon de 1914, là où s'écrivaient d'emblée des décisions politiques, menant à toujours plus de liberté, à plus d'humanisme et de reconnaissance du peuple noir. De l'aube de l'histoire à notre passé d'hier, à travers les figures emblématiques, à travers les institutions. Voilà dans le temps et dans l'espace le prodigieux domaine que le professeur sculpte sans relâche. Je ne pourrais terminer sans pour autant parler du projet qui porte le nom du parrain, Blaise Diagne. Vous savez que notre pays, le Sénégal, ambitionne de se positionner sur l'échiquier mondial avec la construction d'un aéroport à la hauteur de la vision de ses dirigeants et la grandeur de son peuple. Le projet de création d'AIBD SA a dans son évolution un passé et se trouve aujourd'hui en fin de projet. Il constitue ainsi un présent porteur d'espoir et d'espérance avec un contexte politique nouveau. Nous remercions le président Abdoulaye Wade d'avoir donné son nom à Blaise Diagne. Dans un monde d'ouverture et en perpétuelle mutation, la réalisation de ce projet phare est primordiale car il répond à l'aspiration du gouvernement de faire du Sénégal un hub régional pour le transport aérien. Force est de reconnaître que l'aéroport international Blaise Diagne est l'un des projets les plus ambitieux initiés sur le territoire national. Aujourd'hui, la construction de l'aéroport international Blaise Diagne est presque achevée, ce qui coïncide avec la publication de l'ouvrage du professeur Ibader Thiam sur la vie et l'œuvre de Blaise Diagne, un homme multidimensionnel. Il s'agit sans nul doute d'une nouvelle reconnaissance manifestée à Blaise Diagne après la décision historique des autorités sénégalaises d'en faire le parrain de l'aéroport de Diass. C'est à force de lumière prodiguée sur tous les ressorts de l'histoire que se règlent les opinions qui dominent et gouvernent le présent. À mon nom comme en celui de tout le personnel d'AIBD SA, nous vous souhaitons de continuer d'être le garant des valeurs républicaines que vous incarnez et ce rôle de patriarche dont vous nous honorez d'être l'aveu de vos leaders. Que le bon Dieu continue de guider vos pas et de vous remercier. Merci de votre attention.
soutenu le projet. À présent, on va donner la parole à Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers collègues, le président de l'Assemblée nationale, M. Moussa Fagnas, que je représente, dit ses regrets de ne pouvoir prendre part à la cérémonie de cet après-midi, car un engagement dirimant l'en a empêché. Malgré tout, il renouvelle ses félicitations au professeur Ibader Thiam, loue son âpreté au travail, son sens aigu de la recherche, sa volonté inébranlable de rendre compte des faits et de rétablir l'âpre vérité selon la formule de Danton. Je voudrais juste, d'abord au nom du président, mais à mon nom propre, puisque je suis collègue et en même temps collègue des autres membres de cette assistance, je voudrais dire qu'à la première lecture de l'ouvrage, je me suis livré à une méditation vagabonde. J'ai eu à me poser deux questions. La première, c'est que y a-t-il eu en 1914 au Sénégal une révolution comme ce fut le cas au Sénégal, en France? La deuxième question est la suivante. N'existe-t-il pas dans le vocabulaire de l'histoire une définition qui traduise parfaitement l'idée qu'a voulu véhiculer le professeur Ibader Thiam? Je dois avouer que face à ces deux énigmes, je me suis rappelé l'échange de propos qui eut lieu à Versailles dans la nuit du 14 au 15 juillet 1789 entre le roi Louis XVI et son grand maître de la garde-robe, le duc de la Rochefoucauld de Liancourt, qui venait de le réveiller pour lui apprendre la nouvelle de la prise de la Bastille à Paris. L'échange est le suivant. C'est donc une révolte, a dit le roi. Non, sire, c'est une révolution. Et quand nous interpellons l'histoire et surtout le contenu que le professeur Ibader Thiam a voulu donner à son ouvrage, il est clair que les faits qui se sont déroulés pendant cette période-là permettent aisément au professeur Ibader Thiam de parler de révolution. Je ne m'étendrai pas outre mesure sur le contenu, je ne suis pas historien, et des gens assez très aguerris pourront avec maestria revenir sur le contenu. Je voudrais juste, en guise de témoignage et en même temps de conclusion, dire ceci. Il s'agit d'un beau livre. Et avec ce beau livre du professeur Ibader Thiam, nous assistons à une démystification d'une histoire qu'ont sans aucun doute déformé certains universitaires, historiens universitaires. Raconter une vie oblige à dépasser, à compléter parcours de témoignage par la reconstruction, orientée par la volonté de retrouver une continuité morale dans la personne dont on suit l'histoire. Le monde des idées étant caché dans celui des faits, il ne s'est agi rien de moins que de décrypter l'enveloppe insignifiante des événements. L'auteur de la révolution de 1914 au Sénégal s'est toujours passionné inlassablement pour les problèmes liés à l'engagement de ses concitoyens afin d'asseoir un lendemain meilleur. Il l'a fait avec le concours d'un tempérament généreux, accompagné d'un sens lucide de l'engagement et d'un respect constant de la vérité, une vérification systématique de ses sources, une recherche de l'enchaînement des faits visant à expliquer les motivations et les comportements des acteurs de l'histoire. Si, comme le dit Victor Cousin dans son introduction à l'histoire de la philosophie, je le cite, un grand homme n'est pas un individu et que sa fortune est représentée mieux qu'aucun autre homme et de représenter mieux qu'aucun autre homme les idées de ce temps, ses intérêts, ses besoins, Blaise Diagne reste un grand homme. Merci donc au professeur Ibader Thiam de nous avoir fait découvrir un Sénégalais plus connu à travers les liens qui lui sont dédiés que par ses actions. Évidemment, le livre de M. Thiam vient combler ce gap. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Nous passons maintenant la parole à M. Ndiouga Adrien Benga, historien.
Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, cher professeur Ibader Thiam, le maître, l'oncle, le petit papa, si je peux parler ainsi, puisque Ibader connaît très bien la famille et nos relations de la profession sont très affectives, et je le remercie d'avoir fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un historien professionnel. Je voudrais, à l'entendre de ce propos, donc, le remercier et vraiment me réjouir de la poursuite de cette somme, de cette saga d'Ibader Thiam dans l'histoire politique du Sénégal, qu'il a entamé à travers différents ouvrages, et on voit un peu une certaine continuité, une production écrite dans une langue tantôt sobre, tantôt incandescente, en tout cas poétique, qui mélange l'érudition et également cette volonté de rendre ce discours accessible au grand public. Ibader, je peux le tutoyer, ça ne me dérangerait pas. Ibader donc poursuit un peu ce travail de connaissance, d'approfondissement de l'histoire politique du Sénégal, évidemment qui va au-delà des frontières dressées par la colonie, et il ouvre donc cette histoire sur la biographie d'un personnage, Blaise Diagne, Mbaye Galaye Diagne, donc de sa naissance jusqu'à son élection à la députation en 1914, évidemment en passant par sa carrière professionnelle, son ascension sociale et politique, évidemment une députation qui a connu beaucoup de péripéties, et je vous invite donc à vraiment lire cet ouvrage, et qui est donc validé par le Parlement français le 7 juillet 1914. Alors, dans ce travail, il y a beaucoup de choses. Ibader essaie d'analyser à travers la figure de Blaise Diagne les mœurs politiques, le rôle de la presse, des autorités, le rôle, disons, la tentative d'émergence d'un leadership indigène, qui était un processus fort, congruent, qui est marqué par des périodes de coups d'arrêt, de remise en cause, mais qui voit des Noirs engagés dans l'émancipation de leur communauté. Comment obtenir, au cœur du projet colonial, des droits et des libertés? Comment enraciner une démocratie et promouvoir des valeurs républicaines? Et tout cela se fait donc dans un processus long, marqué par beaucoup de déceptions, mais qui débouche le 10 mai 1914 sur l'élection du premier député noir. Et de manière irréversible, plus jamais la colonie ne connaîtra, jusqu'à son accession à l'indépendance, des mulâtres ou des Européens donc diriger ses destinées. Mais ce qui est important également, et Ibader le montre, c'est comment effectivement, dans cette colonie, la question de la peau est quelque chose de secondaire. Vous avez des Européens libéraux, vous avez des mulâtres, Georges Crespin, Justin Devès, Louis Huchard, vous avez des Noirs qui effectivement s'engagent dans ce qui est appelé, ce que Blaise Diagne appelait dans un de ses passages: je suis soudé par trois éléments qui composent le pays, par ma femme blanche, mes enfants métis et moi-même originaire du pays. Je suis habilité, puisque pour briguer le suffrage du pays. Et donc là, il est dit au meeting de Minbar à Saint-Louis, donc en 1914. Il me semble que cela est fondamental, que ce que nous construisons, ce que nous inventons dans la post-colonie n'a rien à voir avec l'histoire. Il n'y a pas un protectorat et les quatre colonies. Il n'y a que des Sénégalais, dans leur diversité, qui essayaient de s'engager au cœur de la violence coloniale pour libérer leur territoire, leur pays, et s'engager dans un futur. Comment penser le futur, comment l'imaginer, comment le construire? Il me semble que cela est très bien posé dans cette période de la veille de la Première Guerre mondiale. Elle ne sera davantage
dans l'entre-deux-guerres, mais tout cela montre que déjà les prémices de ce qu'on appellera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le processus de décolonisation était déjà posé. Et je suis en face d'David Guibadère quand il dit que la question de l'indépendance, fondamentalement, est posée dans la période de l'entre-deux-guerres, aussi bien dans les colonies que dans les élites qui se trouvent dans les différentes capitales coloniales européennes. Et donc, cela, Guibadère le fait avec beaucoup d'emphase, et évidemment, on voit beaucoup d'anecdotes. L'auteur Kaba, comment effectivement Guillaume Carbo, lors d'un meeting de Bléziens le 12 avril 1914 à Bléziens, nous donne un coup de poing. Évidemment, Bléziens est obligé de laver l'affront en prenant sa canne et en assénant plusieurs coups. Évidemment, l'histoire ne précise pas le nombre. Il est également intéressant de voir comment des thèmes d'ordre moral et sentimental, évidemment, pour Nyamdao, etc., la question de l'ingratitude, et donc un langage très imagé qui permet de comprendre effectivement des mœurs politiques, mais qui effectivement, d'une certaine manière, était très civilisée et fondamentalement différente de ce qui se passe après les indépendances. Et donc, Guibadère essaie de montrer donc comment effectivement des organisations, les uns ne pouvaient pas réussir seuls, comment des organisations comme l'Europe, créé en 1908, le Parti jeune sénégalais en 1912, qui est constitué par 55 membres. Et même quand on lit l'ouvrage, on voit effectivement ce travail de collecte, ce travail anthropologique que Guibadère a mené en recueillant, des sources qui dataient de la fin. Certains de ces auteurs nous en parlent au début des années 60. Évidemment, nous n'étions pas encore de ce monde, et on voit comment effectivement toutes ces personnes qui sont parties à travers la figure de Nénémaï et tant d'autres ont pu aider à reconstituer effectivement cette historiographie, ces documents que l'on ne trouve pas dans les archives administratives coloniales. Et donc il y a tout un travail de fond qui a été mené par Guibadère et qui montre comment effectivement dans cette période des années 10, la question de la libération, elle ne se passe pas seulement au Sénégal, mais on la trouve en Inde, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, à Java, où effectivement des partis jeunes javanais, jeunes égyptiens, jeunes algériens, jeunes tunisiens, jeunes turcs, Moustapha Kemal, émergent pour effectivement dire qu'il faut libérer les indigènes, il faut renoncer aux colonies. Et donc tout cela se fait donc par des acteurs, des hommes, des femmes, des jeunes, qui effectivement, au-delà de cette question chromatique, travaillent ensemble pour faire de cet espace colonial éprouvé par la politique de l'exploitation économique, un espace de liberté. Et donc tout cela est bien mis en exergue par le professeur Guibadère Thiam. Et ce qui importe à travers ce travail, c'est de savoir, pour parler comme mon collègue Ousmane Sène, what history learns to us. Ce que l'histoire nous enseigne, ce que l'histoire nous apprend. L'histoire nous apprend que quand on voit le travail qui a été, quand on lit tout ce processus qui est décrit par Guibadère, se battre pour les autres signifie quelque chose. Se battre pour la reconnaissance des droits et des libertés des autres, pour l'instauration d'une démocratie moderne, pour l'idée du bien commun et de l'équité, ça signifiait quelque chose au début du siècle dernier. C'est toutes valeurs qui, évidemment, aujourd'hui sont remises en question, sont questionnées. Et on ne peut pas comprendre la vitalité de la démocratie du Sénégal qui s'enracine dans des mœurs et des traditions anciennes si on ne peut pas comprendre l'échec des défis actuels et peut-être futurs si on ne les replace pas dans leur contexte, si on ne peut pas tirer des enseignements du passé. Et tout cela débouche sur une question qui est essentielle, la question de la modernisation, la question de la modernité. Le questionnement de ce livre ouvre ce débat sur cette modernité, sur la question de la citoyenneté, sur l'accès à la citoyenneté. Et ce qui importe, c'est que cette analyse historique que le professeur Guibadère en fait montre qu'il s'agit de comprendre, nous permet de comprendre le comportement politique de nos concitoyens et une réalité que l'accumulation de préjugés traditionnels a rendu de plus en plus opaque.
Ce livre analyse donc, in fine, les succès et les échecs des élites locales dans leur effort pour hisser leur colonie. Et c'est toute la complexité du travail mené par Bézène, par Lamingui, par Amadou Cléror, par Galandou Diouf et tant d'autres. C'est toute la complexité, mais aussi la vigueur du processus de modernisation qui sont abordés dans cet ouvrage. Les réponses qu'ont apportées les élites à cet ambitieux projet sont autant de clés pour notre compréhension des problèmes actuels auxquels les dirigeants sénégalais sont confrontés dans leur propre quête de modernité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment, c'est gentil et exhaustif. Vous êtes entré dans ce livre. À présent, nous donnons la parole à M. Sow, encore historien. Merci. Alors, je voudrais expliquer, après avoir salué l'assistance, pourquoi ma présence ici. Il y a deux raisons. Il y a une raison objective et une raison subjective. Je vais éliminer immédiatement la raison subjective. Le professeur Libertaire, je ne l'appelle pas professeur. Je l'appelle toujours Thibaut. Et c'est pourquoi je l'appelle. Je suis originaire de Kaola, quartier Casdin, et nos maisons sont contributeurs. Donc, j'ai grandi avec son frère et sa cousine, sa nièce, ici. C'est de ma génération, on a fait l'école coranique, etc. Donc, je ne l'appelle jamais professeur Ibon. Alors, ça, c'est la raison subjective, je la mets de côté. La raison objective, c'est que tous ceux qui sont Bengala dit, c'est notre maître. Il ne fut pas notre maître, il est notre maître. Et en lisant le livre, je le lis avec le regard d'un étudiant qui lit le livre de son professeur. La deuxième chose, c'est Ibader qui m'a initié à la recherche. Quand je faisais mon mémoire de maîtrise, en 76-77, c'était Ibader le directeur de mon mémoire. La troisième raison, et quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'État, c'est non seulement lui le président, mais quand on a fini, et ça c'est très symbolique, c'est lui qui a pris la robe, qui m'a fait porter la robe et qui a boutonné tous les boutons. Du garage, je le donc c'est la raison pour laquelle Ibader n'est pas quelqu'un pour moi. C'est un parent. Pour la bonne simple. Et j'ai eu le plaisir de le remplacer à la faculté, à l'école normale, ce qu'il en a fait. Il a fait l'école normale supérieure. Et j'ai eu le plaisir d'être le doyen de la faculté qui a mené la réforme de l'école normale, où une des personnes a mené la réforme de l'école normale en faculté pleine. Donc je suis très content d'être là, fier. Et c'est un honneur qu'il me fait de m'asseoir à côté de lui. Et quand j'ai fini mon doctorat, que j'ai été recruté pour la première fois, chaque fois qu'il avait une expérience de thèse, il me mettait dans le jury. Et il n'était pas obligé de le faire. Donc, je me crois du cœur. C'est très chaud. Mais ça va pas m'empêcher aussi, maintenant on va aller dans le côté objectif, de dire ce que je pense du livre. J'ai lu le livre. Il m'a demandé de lire son livre, il m'a fait l'honneur, j'ai lu le livre. Et je vais commencer par les détails, par la forme. Il y a un erratum qui a été fait, c'est bien. Mais on a quelques coquilles dans le livre. Il y a des coquilles. Il y a des notes de bas de page qui sont décalées, de la page 142 à la page 148. Les notes de bas de page qui sont annoncées ne sont pas dans cette page, mais sur la page suivante. Il y a des notes de bas de page qui sont annoncées, mais qui n'apparaissent pas. Deuxième chose qu'on peut dire, il n'y a pas beaucoup de copies, sauf Fundun que vous écrivez avec 2 E. Je me permets de vous le signaler. C'est un ZE. C'est pas lui, c'est la secrétaire. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, merci. Alors, pour les notes de bas de page, il y a aussi des copies. Témoignage de Nene Mbaye le 22 avril 81. Et la page suivante, on met témoignage de Nene Mbaye du 22 avril. Le et le du, ça change le contenu du témoignage. Parce que ça peut être encore plus. Mais ça, c'est des détails. Alors, ce que je regrette dans le livre, avant de dire ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de support professeur. Le support. Vous avez pu mettre beaucoup de photos parce que vous avez les moyens de le faire. Je pense que ça, c'est. Alors, ça, vraiment, c'est des détails que je voulais donner simplement. Et je passe. Pour qu'on ne m'attaque pas d'être subjectif. Alors, le livre, sur le fond et sur la méthode. On est en présence d'une méthodologie excellente. Je vous dis pourquoi. Tout ce que j'ai dit, je le démontrer.
Ibn Der, dans ce livre, durant tout le livre, à partir de la page 19, fait une confrontation des idées. Et vous savez que c'est le choc des idées qui apparaissent la vérité. Si vous avez des certitudes, vous avez des idées, vous restez dans votre coin, vous n'affrontez pas les idées des autres, vous ne faites pas de l'histoire. Et il a un esprit critique qui apparaît dans tout le livre de Zuccarelli, verset Johnson, et il a même été très sévère avec le fils de Blaise Diagne, qui donne des informations erronées. Verset Johnson, si vous lisez son livre, il y a des erreurs. Zuccarelli, c'est pire. Moi, j'ai écrit 425 pages, j'ai détruit ce que Zouanke, Zuccarelli et Mamoudou Dia ont écrit, avec des preuves à la main. Et jusqu'à présent, personne ne m'a interpellé pour dire pourquoi il a écrit ça. Et il a fait exactement la même chose avec les gens. Et c'est ça l'historien. L'historien, c'est l'esprit critique. C'est la confrontation des idées. Si vous ne confrontez pas vos idées avec les idées des autres, vous ne pouvez pas avoir une esprit critique. Et dans ces livres, de la première page à la dernière page, c'est la confrontation des idées. Et mieux, vous avez franchi une étape que moi je n'avais pas, parce que vous êtes mon maître, vous présentez toutes les thèses dans le livre, il prend toutes les thèses sur une question. Question donnée, il prend toutes les thèses, il les donne. Voilà les thèses. Ensuite, il prend thèse par thèse. Thèse inacceptable, thèse inexacte, thèse exacte. Et lui, il donne sa probabilité historique après. C'est ça la démarche de l'historien. C'est une démarche d'un intellectuel. Et ce que je dis, vraiment, j'y crois. Il a un esprit critique. Et vos analyses sont d'une profondeur extraordinaire dans ces livres-là. Vous allez au niveau des détails, le détail le plus tout, et il a l'art de détailler, d'expliquer ce qu'il veut dire. C'est pourquoi moi je suggère, je conseille aux gens de lire ces livres, mais surtout aux étudiants, de les lire pour pouvoir s'approprier la méthodologie, la démarche historique de ces livres-là. Deuxième chose dans un livre que je trouve pertinent, c'est que Ibn Der, le professeur Ibn Der, excusez-moi, il a recueilli les sources orales. Vous savez qu'on dit souvent, j'ai juste une citation que je voulais partager avec vous pour montrer comment les Européens écrivaient notre histoire, parce que je vais y revenir. Si la feuille ne s'est pas envolée. Alors voilà. En 1960, un des professeurs émérites de l'Université d'Oxford disait ceci. Aujourd'hui, les étudiants veulent qu'on leur enseigne l'histoire de l'Afrique noire. Peut-être aura-t-il à l'avenir un peu d'histoire africaine à leur enseigner. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a que l'histoire d'Européens en Afrique. Le reste, c'est obscurité. Et l'obscurité n'est pas sur l'histoire. C'est-à-dire, notre histoire que nous avons, aujourd'hui, je reviendrai, c'est une histoire des Européens, ce n'est pas souvent l'histoire de notre propre histoire. Et Ibn Der a utilisé, le professeur Der, a utilisé les sources orales au même titre que toutes les autres sources. Il donne la même valeur aux sources écrites et il donne la même valeur aux sources orales dans ce travail. Et il les confronte. Il ne cite pas simplement, il confronte une question de sources écrites, sources orales. Et c'est ça qu'on attend d'un historien. Et c'est pourquoi je disais qu'il a très dur avec le fils de Blaise Diagne. Certains auront dit, bon, c'est le fils de Blaise Diagne qui m'a dit que son père a. Mais il traite les propos, il les analyse, il les démontre point par point pour dire que ce qu'il raconte, c'est faux. C'est le mot qu'il a écrit. Ce que Blaise Diagne a dit est faux. Et il démontre que c'est faux, etc. C'est même la même chose pour les autres aussi, les autres alliés, etc. Alors, il corrige les dates. Il lit le livre, quelqu'un qui fait une question de l'air, il va lire ce livre-là, et il corrige les erreurs de ces livres-là dans son truc et il donne la véritable version et la véritable date. À partir de la page 213, il va parler des élections, des conditions du scrutin de 1914. Là, je lance un appel aux hommes politiques de le lire, parce qu'il parle de la moralité des opérations, des mœurs électorales, de la corruption, chantage, intimidation, le bureau de vote, le secret du vote, la liberté de vote et la sincérité des élections. Alors, ça c'est le handicap de notre démocratie. Dans notre pays, chaque fois qu'il y a des élections, on conteste les résultats des élections. Les vainqueurs, bon, les vaincus n'acceptent jamais, et toujours il y a des problèmes durant ces élections. Alors donc, nos hommes politiques doivent lire cet ouvrage-là, et surtout cette partie de cet ouvrage qui traite des élections du 10 mai 1914. Alors, à l'époque, il démontre que c'était la tolérance. La tolérance était la règle dans les campagnes. À part quelques écarts, les gens avaient un débat civilisé. Mais un débat, excusez-moi, dans nos assemblées ou dans les assemblées africaines, je ne vais pas dire Sénégal, mais de manière générale, comme ça on ne m'attaquera pas. Mais dans nos assemblées, les gens, le débat est faible. Que ça vous plaise ou non, il y a un débat
civilisé, élevé, scientifique qu'on doit faire. Mais on doit faire des débats avec des injonctions, des intimidations, des insultes, des trucs. Ça, c'est pas un débat, c'est même pas dit. Alors qu'à l'époque, en 1914, les gens avaient des débats civilisés. On peut s'opposer, opposer nos idées, mais nous ne sommes pas des ennemis. On échange, et puis celui qui a raison, qui a les arguments, mais il a les arguments, il a les bons arguments. Alors, donc, je reviens aussi à la page 323, à partir de la page 3, je parle de la révolution. Alors, ça, j'ai bien aimé, la révolution. Mon frère a bien un peu brossé. Mais là aussi, il va faire une analyse minutieuse d'abord des résultats, avec une objectivité déconcertante, en mettant la réaction après les élections de tous les camps, je dis tout. Les vainqueurs, les vaincus, les ceci, les indécis, tout le monde a sa part. Il analyse et il dit pourquoi c'est la révolution. Il n'a pas utilisé le mot révolution par hasard. Il sait ce qu'il dit. Il dit que c'est une révolution, il nous dit il y a la révolution parce que les Noirs s'assument. Jusqu'à présent, c'est les Blancs et les Métis qui dominaient le pays, surtout les Métis. Il dit aujourd'hui, en 1914, et si vous lisez le livre, on vous explique toutes les intimidations. On coupe l'électricité, on coupe l'eau. On dit aux Léboula, si vous votez pour Blaise Diagne, vous n'aurez pas. Ils ont coupé l'eau. On les a menacés. On a profité de la peste de 1914 pour brûler leurs maisons, leur nourriture, leurs bœufs, etc. Tout ce que vous voulez. Et malgré tout, toutes les intimidations, la maison commerciale qui appelle les gens pour leur dire on ne va pas vous faire de prêt pour aller faire votre traite. Malgré tout cela, les gens ont voté pour Blaise Diagne. Donc les Africains, les Noirs, s'assument à partir de 1914. Et jusqu'en 1914, il y avait les Blancs qui dirigeaient les Métis. Aujourd'hui, en 1914, les Noirs ont assumé le culture, le pays, etc. Ce qu'ils voulaient. Ils ont compris, ils ont toujours compris ce point. Ils se sont accompagnés à cette situation, mais le moment est venu aujourd'hui de s'assumer. La deuxième révolution, c'est la révolution personnelle pour chaque Noir à l'époque. Et les gens se sont battus pour ça. La troisième, c'est la révolution des mentalités. Les mentalités ont changé. Tous les Sénégalais ont pris conscience, il y avait une conscience politique qui existait et qui était là. Ils avaient la révolution, la dernière, c'est la révolution de l'égalité et de la dignité. Ça aussi, c'était très important. Et enfin, il y a la révolution des Libous sur les hommes d'âge. Excusez-moi si vous êtes Saint-Louisien, moi je suis Saloum, plus Saloum. Les Saint-Louisiens, ils nous prenaient pour des paysans. Si vous allez à Kaolack, il y avait le quartier là. Parce que c'est les fonctionnaires de Saint-Louis qui venaient, qui nous prenaient nous de Saloum comme des paysans, et qui étaient dans votre maman aussi, tu m'excuseras si je dis ça, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, même on a le Dakar dominant à Kaolack. Donc il y a un renversement des situations, les mentalités ont changé, parce que, les Lébous ont pris le dessus sur les hommes d'art, les Saint-Louisiens. À partir de la page 351, il analyse les conséquences de cette révolution. Alors là, c'est très intéressant, il a un peu effleuré, Benga. Il va révéler ici l'aspect raciste des milliers d'Européens incarnés par le gouverneur général. Vous savez que cette élection-là, les Européens n'avaient jamais pensé qu'un Noir pouvait se présenter et gagner. Donc, ils ont fait de la démocratie. Mais ils sont tombés dans leur propre piège. Ce n'est pas surprenant parce qu'ils avaient des certitudes, du bien de Bontini, moi j'ai une certitude. Quand on est honnête, on ne peut pas avoir une certitude. Il faut toujours avoir le truc. Mais ils avaient la certitude que Blaise Diagne ne remplisse pas les conditions pour réussir et qu'il ne pouvait pas gagner. Donc, ils jouaient le jeu. Ils ont oublié aussi qu'un certain pays n'était pas des Sénégalais. C'était des étrangers qui ont dominé, exploité, humilié les populations qui sont là, qui attendaient le bon moment. Et le bon moment est venu quand Blaise Diagne a accepté de se présenter comme candidat à l'élection. Donc, on réagit en conséquence. Alors, ils ont été vaincus par leur propre jeu auquel ils ne croyaient pas. Ils ont organisé les élections démocratiquement, mais ils ont perdu. Parce que, alors, cette victoire de Blaise Diagne, pour moi, révèle la mauvaise foi de la politique d'assimilation. Parce que pour eux, Blaise Diagne devait être un béni-oui. Et c'était le paternalisme qui fonctionnait. Malheureusement, Blaise Diagne a profité aussi, bon ça on y reviendra peut-être vers la fin, Blaise Diagne a profité d'une situation et est devenu quelqu'un ou quelque chose qui l'a aidé à. Parce qu'il a été aidé, poussé jusqu'à réussir. Parce que tous les obstacles qu'il a surmontés, Blaise Diagne à lui seul ne pouvait pas le faire. Alors, il m'a apporté un éclairage aussi sur une autre question, c'est être français, c'est quoi? Vous savez qu'il y a une petite ambiguïté d'assimilation.
cette politique ambiguë d'assimilation donne la citoyenneté aux Sénégalais, des 4 communes, en le retirant de l'autre main, ce qui est de la nôtre. Ce n'est pas des citoyens à part entière, ce n'est pas des Français. Ils ne bénéficient pas des mêmes avantages que les Français. Et ça se trouvera quand vous faites recruter des tirailleurs sénégalais, le problème se posera là. Est-ce que vous êtes Français ou vous n'êtes pas Français? Est-ce que vous allez chez les tirailleurs ou est-ce que vous allez dans l'armée française? Alors, donc cette ambiguïté voulue et antinomique de la société française dans les 4 communes, Iba Der la montre. Pour sa conclusion, je suggère aux gens qui n'ont pas le temps de lire tout le livre, de lire la conclusion. Là, il fait preuve d'une synthèse, de capacité, de compétence, comme on dit chez nous, compétence de synthèse extraordinaire. Si vous lisez la conclusion, vous avez tout le livre. Alors, donc les gens qui ont les preuves pour lire, vous pouvez faire lire cette partie qui révèle une compétence très difficile. Et vous savez que le niveau des Sénégalais, nous Sénégalais, notre défaut, c'est qu'on ne sait pas faire une synthèse. Allez dans les réunions, vous écoutez les gens qui vont faire une synthèse, ce n'est pas des synthèses qu'ils font. Ils font autre chose. Alors, en conclusion, c'est ma conclusion, à partir de tout ce que j'ai dit. Nous sommes en présence d'un ouvrage monumental de décontamination des esprits des Sénégalais. Ce qu'on a écrit dans notre histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est des contes vérités. On a écrit des choses qui nous sont à vaincre. Il y a des gens qui ont écrit des livres dans ce pays, ils tirent le drap de leur côté. J'ai fait ça, mon grand-père a fait ça, etc. Ceux qui connaissent ce pays-là, ceux qui sont assis devant vous là, il y a des choses, ils ne vous le diront pas, peut-être, ou ils le diront, ils l'écriront, mais il y a beaucoup de choses que les gens écrivent, eux quand ils le lisent, ils lisent sous cap. Parce que nous savons. Et si vous allez dans les archives, vous trouvez des choses extraordinaires. Allez dans les archives de Dakar, de la ville de Dakar, à la gouvernance de Dakar, il y a ce qu'on appelle les archives régionales. Vous trouverez des trucs des renseignements généraux sur tout ce que vous voulez. Même le procès de Diac, il y a des informations qui sont aux archives de Dakar. Vous pouvez les voir. Ce sont des trucs des renseignements généraux. Vous pouvez les voir. Donc j'ai dit, dans ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre avec qui va continuer, parce que normalement, vous allez nous parler du tome 2. Vous l'avez déjà annoncé. Alors, le tome 2 va poser beaucoup plus de problèmes, parce que Blaise Diagne est l'homme politique sénégalais le plus détesté par certains hommes politiques. Pour la bonne et simple raison que tout ce qu'il a fait en 1914, il va perdre ce privilège-là, parce qu'à partir de 1924, le professeur l'a dit, il signe le pacte de Bordeaux. Donc, il devient l'allié des grandes maisons commerciales. Quand il a signé le pacte de Bordeaux, il est allé à Genève pour défendre le travail forcé. Pour les Noirs. Donc tout ce qu'il a construit en 1914, tout ce que le professeur dit en 1914, il va être obligé, s'il continue ça, il le fera, je le sais, c'est un historien, il va être obligé de détruire pratiquement Blaise Diagne. C'est fait que les gens ont toujours combattu Blaise Diagne par ce double visage qu'il a, et ce double posture qu'il a. Mais c'est un grand homme. Parce que pour le juger, il faut le juger dans son contexte historique. Vous ne pouvez pas juger Blaise Diagne en dehors de son. Et pour le juger, ne vous l'aurez pas. Moi qui me parle, je ne suis pas franc-maçon. Mais Blaise Diagne est un franc-maçon. Tout ce qu'il a réussi, il l'a réussi parce qu'il était franc-maçon. S'il n'était pas franc-maçon, il n'aurait pas gagné les élections. Si vous voulez gagner les élections aussi, il faut aller franc-maçon. Alors, il a recours aux traditions, s'il vous plaît, je termine. Il a recours aux traditions et il accorde le même statut que les églises. Il ne dit pas que l'écriture, Amadou l'a dit, même l'écriture n'a pas de poids que la parole. La parole est fondamentale. Ça, chez nous, si tu donnes ta parole, bon, c'est fini. Hein? Le jour où tu ne donnes plus ta parole, tu n'as plus de personnalité. Si tu donnes ta parole, tu l'as vécu en Afrique et au Sénégal, tu n'as plus de personnalité. Iba Der a fait reculer les frontières de l'ignorance dans laquelle on veut confiner le peuple et la jeunesse. Parce que ces livres que nous écrivons sont en train de décoloniser l'histoire. Nous sommes en train de remettre en cause l'histoire telle que c'est enseigné et telle que c'est raconté aux gens. Donc, il y a une rupture épistémologique avec des idées reçues, préconçues, que Iba Der a mis à nu ici dans ce livre-là. Vous le verrez, il met à nu toutes les idées préconçues sur l'histoire du Sénégal. Et c'est ça ce qu'on dit. Maintenant, pour terminer, je voudrais simplement prier le bon Dieu parce que nous sommes à la fin de l'année.
te dire que ñi fi ñëw ñëpp ku fi di feebar ngeen ko yàlla sax ku ci amul soxla boo xam ne soxla l'islam ne jëm ci diine te muy lu baax jaar ci yoon bu baax yàlla na ko yàlla defal. li ma yor nag dañ koy ñaanal ñun parce que moo ñu jàngal li ñu koy ñaanal mooy yàlla may ko fan may ko kàttan ak wér gu yaram bu ko mën a permettre lii mu sumb ni ak ñun àggal parce que histoire générale bi ñuy dundee bu ko neexoon moom ñu bind man xam naa loolu parce que j'ai vu sa thèse j'ai lu mënuma lire thèse yëpp nag 10 tomes la mënuma ko lire lire naa ci ay tomes moo ne loolu lii mais am na tomes yu kii mais moom rek mënul a bind histoire parce que bu ñu bindee ñu bëri pour wax ne moom moo ñu jàngal man bu ma bindee sama poste suma chapitre bu ma ko bindee ba pare dama ko moo ko lire yokk ci ay affaire mu jaaxal ñu dëkk ma ne Babacar Fall ñu waxtaan ma ne ko Babacar dama laa dimbale naka la mën a defee amee information du ma wax ba information dama ko denc pour moi mais moo ñu nan la def moom ba amun na garder toutes les informations am naa boobu xam-xam léegi denc naa ko dama ciy tudd ci kanam ma may du war a des merci beaucoup professeur Abdoul. Je pense qu'il serait utile que vous fassiez quelques conférences dans nos écoles, dans nos universités sur ce livre. Merci encore. Alors à présent, nous allons lire un papier du professeur Babacar Fall, historien également. Alors, Babacar, le professeur Babacar Fall se trouve malheureusement en mission au Mali. À l'heure actuelle, il est dans l'avion. Il est rentré Galaye Baïgaï, tome 1, l'armée en Sénégal, octobre 2014, 408 pages. Introduit une rupture épistémologique dans l'historiographie coloniale africaine et sénégalaise. Elle déconstruit le processus d'émergence du nationalisme en situation coloniale et montre comment le dispositif culturel et politique mis en place par la métropole peut être utilisé pour subvertir l'ordre colonial par des secousses progressives. Vous apportez un éclairage neuf sur cette question, trop souvent analysée sous le prisme de manichéisme, entre parenthèses, radicalisme ou réformisme pro-colonial. Fermez la parenthèse. Vous me faites honneur en me demandant d'être un des intervenants lors du panel de lancement de votre brillant livre. Je vous en suis très reconnaissant. Mais je suis au regret de vous informer que je suis présentement en mission à Bamako et je rentre le mardi 30 décembre 2014 à 18h, c'est-à-dire que je vais rater cette belle opportunité de célébrer cet excellent ouvrage sur le nationalisme en situation coloniale. J'en suis navré. Cependant, comme je vous l'ai annoncé lors de notre dernière rencontre à la FASTEF, je prépare une note de lecture de cet ouvrage exceptionnel et je compte très prochainement la faire publier dans la presse pour témoigner publiquement de la qualité de ce chef-d'œuvre d'histoire politique, économique, sociale et culturelle. Encore une fois, félicitations pour cette grande contribution à l'histoire générale du Sénégal et à très bientôt, cher maître Babacar Fall, pasteur du Cap. Je voudrais dire que Babacar Fall a mis l'accent sur une dimension essentielle. Pendant longtemps, on a enseigné que le nationalisme en Afrique n'avait commencé qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup d'auteurs de l'école américaine ont continué de pédaler dans cette voie. Cette notion, elle est fausse. Tous ceux qui ont véritablement travaillé sur les archives savent qu'à partir de la Première Guerre mondiale, se dégage une lame de fond fondamentale de changement profond des mentalités. Tant et si bien que tous ceux qui ont été témoins de ces événements, quand ils en sont revenus avec une mentalité totalement nouvelle. Les archives parlent de mentalité nouvelle, parlent de la façon dont les élites sénégalaises ont aujourd'hui acquis d'autres compréhensions des phénomènes, et cela a entraîné des changements. À la vérité, ces changements sont beaucoup plus profonds, ils remontent à beaucoup plus longtemps. Quand les Français sont arrivés, et quand ils ont repris la colonie en main en 1816, dans les années qui ont suivi immédiatement, ils ont commencé à procéder à une colonisation institutionnelle du pays. L'un des actes fondamentaux en sera l'application du Code civil au Sénégal en 1830.
3 années plus tard, en 1833, ils ont accordé aux ressortissants de Saint-Louis et de Gorée la citoyenneté française. Et 7 années plus tard, ils promulguent l'ordonnance du 7 septembre 1840, qui est l'acte fondateur de la colonisation. Parce que c'est cette ordonnance qui élabore les structures et les institutions qui vont gouverner le Sénégal colonial. Un conseil général va être créé et le Sénégal va bénéficier d'un délégué auprès du roi en France. En 1848, il leur accorde le suffrage universel et la possibilité de disposer d'un représentant au Parlement français. Alors, quand Senghor dit que c'est à partir de 1789 que nous avons une nation, ce n'est pas prouvé par l'histoire. C'est une déclaration qui se fonde sur toute recherche historique fondamentale. Ce qui, en 1789, avait envoyé des États généraux un certain nombre de doléances, ne se préoccupaient pas en ce moment-là de l'intérêt du Sénégal, c'était leurs intérêts, notamment dans la traite négrière, qui étaient manifestement mis en avant. Mais à partir de 1848, les choses changent, parce qu'à l'élection du 30 octobre 1848, au cours de laquelle Barthélemy Durand-Valentin entre en compétition contre Bertrand du Château, qui était le gouverneur du Sénégal à cette époque, qui venait d'être relevé et qui était porté candidat aux élections au Sénégal. Dès cette époque, la notion de fils du pays intervient dans le vocabulaire politique. Les gens disent qu'il faut que le Sénégal soit dirigé par des fils du pays. Et un certain Auguste Brochet théorise la notion du fils du pays. Ce sera celui qui, lorsqu'il aura trahi le pays, vous aurez l'occasion de lui dire, quand vous le rencontrerez devant la porte de sa maison, jeune homme, nous avons fait confiance pour défendre nos intérêts, vous ne les avez pas respectés, eh bien vous avez trahi votre race, vous avez trahi votre pays, vous avez trahi ses intérêts. Cette notion de fils du pays va cheminer et va marcher. Et quand en 1852, le Sénégal est privé de la représentation d'avoir une représentation un député au Parlement, jusqu'en 1871, ils n'ont cessé de se battre pour exiger le retour de ces différents avantages et la reconnaissance de leurs droits. Et c'est ainsi que, pour faire face à cette situation, la Fondation Bouffier se porte volontaire, se porte candidat en 1870, pour être député du Sénégal, et il met en application la volonté des populations visant à se doter d'institutions municipales représentatives. Et c'est en ce moment que la fonction municipale, représentée chez nous depuis 1763, devient désormais un texte organisé qui permet, en 1872, de doter Saint-Louis et Gorée d'une municipalité de l'exercice. À partir de ce moment, le Sénégal fait un bond en avant considérable. La municipalité devient une structure au sein de laquelle les Noirs se battent pour faire respecter leurs droits, faire respecter leurs préoccupations, de sorte que, dans les années qui vont suivre, une évolution extrêmement nette commence à se faire sentir. Et dès ce moment-là, vous ne pouvez plus obtenir la possibilité d'élire au Sénégal quelqu'un qui n'était plus déjà, qui n'appartenait, quelqu'un qui déjà sortait de la catégorie des métis. Il y aura quelques blancs qui seront élus, mais aucun d'entre eux n'obtiendra un mandat renouvelé. Alors que Carpo aura 3 mandats, le Gascogne en aura 2, mais aucun de tous les blancs qui auront été élus ne pourra aller au-delà d'un seul mandat. Déjà, le nationalisme était présent dans la conscience des populations de cette époque-là. Et quand en 1914, Carpo veut se représenter une 4e fois, et que les Noirs cherchent un candidat, et que Blaise Diagne, aidé par la franc-maçonnerie, parce que c'est l'évêque qui, en fin de compte, lui permettra de venir se porter candidat dans des conditions assez confuses d'ailleurs, parce qu'il n'était pas toujours fonctionnaire des douanes, il avait juste obtenu un congé. Il vient, il se porte candidat, c'est la mobilisation de la population saint-louisienne et des Lébous qui lui permet d'obtenir dès le premier tour un score qui doublait le nombre de voix de Carpo et qui écrasait systématiquement le candidat Humberger, docteur en droit, issu du village de Chorcher, le libérateur des Noirs, qu'on avait fait venir pensant que de cette façon les Noirs allaient voter pour lui, n'est-ce pas? Blaise va les écraser. Au second tour, malgré toutes les combinaisons qui ont été mises en œuvre,
malgré tous les processus qui ont été mis en œuvre, l'intimidation, le chantage, la violence, les persécutions, les gens ont tenu. Parce qu'à cette époque-là, le responsable politique avait la possibilité de détenir par devers lui les bulletins de vote de ses partisans. Il venait les trouver dans les rangs et il les leur donnait, et les gens entraient dans l'urne, dans l'isoloir, pour mettre dans l'enveloppe. Quand les gens l'ont vu, ils ont pris les bulletins de Blaise Diagne. Ils les ont cachés dans leur babouche, n'est-ce pas? Parce qu'ils se rendaient compte que les familles de bébés, quand vous veniez, ils regardaient vos poches, les poches de votre carrière, les poches de votre chemise, de votre boubou, et quand ils le voyaient bien, ils enlevaient votre bonnet, s'ils le voyaient bien, ils vous laissaient passer. Alors, ils les ont mis dans leur babouche. Et c'est une fois qu'ils se sont trouvés dans l'isoloir qui a été introduit par la loi du 23 juillet 1913 et qui a été appliquée au Sénégal pour la première fois dans notre histoire, les gens ont sorti dans l'isoloir de leur babouche le bulletin qu'ils avaient caché pour le mettre ensuite dans l'enveloppe. Ce qui était la preuve d'une conscience, d'une détermination, d'un engagement qui va au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Ces gens savaient ce qu'ils voulaient, ils savaient ce qu'il fallait faire, et ils l'ont fait avec détermination pour obtenir en fin de compte l'élection de Blaise Diagne. Le reste maintenant, évidemment, c'est la suite. Blaise Diagne était à cette époque-là un homme aussi qui incarnait profondément les aspirations de cette population. Et il a été d'une brillance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Éloquent, superbe, brillant, capable de bâtir des théories d'une solidité, des raisonnements, d'une causticité exceptionnelle, dépassant la classe politique de façon tout à fait exceptionnelle, avec vraiment un sens de la responsabilité et un esprit d'à propos qui lui permettait de comprendre les moments où il fallait qu'il joue sur la dimension race, parce que la notion de race était fondamentale à cette époque-là, et elle était un des critères déterminants qui permettait aux gens de se déterminer, et les moments où il ne fallait pas parler de race. Et en définitive, les gens ont voté pour lui parce qu'il s'agissait d'un candidat noir. Et sa victoire a été exceptionnelle. D'ailleurs, quand il est venu au Parlement français, la première fois qu'il est arrivé, la tradition dans le Parlement à cette époque était que quand on était nouveau député, on ne prenait pas la parole, on attendait une période de probation de 3, 4, 5 mois avant de prendre la parole. Lui, dès qu'il vient, il prend la parole, et la première intervention qu'il fait au Parlement français était tellement percutante, tellement documentée et tellement impressionnante que l'agence Havas a pondu un papier comme ça pour dire, mais enfin, quel est ce phénomène, d'où sort-il, cet individu, qui est-il, etc. Tant l'homme avait du toupet et tant il avait le courage de ses opinions. Et c'est comme ça qu'il a remporté, en fin de compte, l'élection, avec aussi les alliances qu'il a su mettre en place, parce qu'il avait des amis martiniquais qui déjà siégeaient au Parlement, avaient épousé des femmes blanches, n'est-ce pas? Il a établi une solidarité avec eux qui l'ont soutenu, parce que tout cela aussi avait bénéficié évidemment de l'appui puissant de la femme nationale. Il a donc pu réussir, et je dois dire que son mandat parlementaire a été quelque chose d'exceptionnel. Moi, personnellement, quand j'ai été à l'Assemblée nationale, c'est de l'expérience de Blaise Diagne et de Carpo dont je me suis inspiré. Tout ce que j'ai eu à faire, tout le style que j'ai eu à créer, qui m'ont valu le député du peuple, je l'ai emprunté à Carpo et je l'ai emprunté à Blaise Diagne. C'est le député qui interpelle le gouvernement, c'est le député qui monte à la tribune, c'est le député qui pose des questions écrites, qui traite des questions orales, et Carpo poussait même la conscience jusqu'à ce que dans chaque meeting, il amenait avec une serviette pour dire « Ah oui, quand Ousmane Camara m'a écrit pour poser le problème de la barre de Saint-Louis, j'ai pris contact avec le ministre de l'économie tel jour, voici la lettre que je lui ai adressée et il l'a lisée, voici la réponse qu'il m'a faite tel jour à telle heure, j'ai ensuite été voir le responsable de ce service à tel ministre, à Paris, voici les demandes que j'ai faites, voici la note que je lui ai donnée, voici la réponse qu'il m'a faite, etc. » Et ils apportaient comme ça la preuve de leur conscience professionnelle, sans compter maintenant le sérieux avec lequel ils étudiaient les dossiers. Je le dis sans aucune honte, ces députés étaient infiniment plus compétents que nous, actuellement. Infiniment plus compétents. Quand on voit les débats qu'ils engageaient,
les dossiers qu'ils élaborent, on est vraiment saisi d'admiration. Et c'est la raison pour laquelle je pense que leur consacrer une partie de notre réflexion pour que la jeunesse s'inspire de leur exemple me paraît quelque chose qui va aider dans le sens de l'affirmation de la démocratie sénégalaise. Voilà. Donc cette idée-là, que Babacar Fall a introduite, me paraît une idée essentielle, n'est-ce pas? D'ailleurs, le dernier colloque que nous avons organisé ici, il y a 2 semaines, à Dakar, financé par la France sur la Première Guerre mondiale, a abouti à cette conclusion. Tous les historiens français qui étaient là, et les historiens africains ont été unanimes à dire que le nationalisme il commence effectivement le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a pris naissance grâce à la Première Guerre mondiale, et nous le sommes dans notre pays, surtout en participant à la Seconde Guerre. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Merci professeur, merci, parce qu'à partir de 18h, tout le monde est convié à un cocktail offert par le WAC dans ses jardins par le professeur Ousmane Sène. Mais en attendant, on a encore une quinzaine de minutes et nous laissons la parole maintenant à l'Assemblée qui, comme souhaiterait, évidemment la prendre. Prenez-moi les noms. Je suis venu, c'est pratiquement pour présenter mes excuses à M. Cap et vous allez savoir pourquoi. Véritable Jonathan. C'est une Mercedes qui a dit que nul n'est maître de ces associations d'idées. Quand j'ai vu à côté des Ibader Abdul Sow, j'ai vu à côté de moi le général Nian, j'ai regretté ce que j'ai vu dans mon livre, parce que j'ai écrit un livre où j'ai mis une partie consacrée à ce que j'ai appelé un jeune sans jeunesse. Mais quand je vois que il y a Moustapha Ignace, président de l'Assemblée nationale, le général qui n'est pas là, Lamine Sissé, un général à côté. C'est encore mieux parce qu'il courait à gauche, à droite en disant on nous a donné la dictée de Ousmane Kamara. Lorsqu'il faisait son examen en je sais pas quoi. C'est pour dire que en voyant côte à côte du Bader et je me suis retrouvé tout petit à Kaolack, dans un quartier qui s'appelait Kazan, mais dans un paquet de maisons où il y avait effectivement aussi le père de l'université, le professeur qui est là. Il y avait aussi ce petit paquet de maisons appelé aussi un coin qui n'est pas là, dans une salle. Qui veut prendre la parole? Dans ce tout petit coin de cette grande ville qui était Kaolack, a surgi, vous voyez, des historiens, a surgi aussi un milliardaire, le fils du vieux Malo Québec, le fils de Souliouga. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est au fond l'apport de cette génération qui a créé ces jeunes qui m'ont fait regretter de n'avoir pas eu de jeunesse. Quand je vois que Moussa Kagnas est président de l'Assemblée nationale, qu'il y a un général Nia à côté, il y a un général Lamine Sissé, il y a surtout Ube, pour dire que véritablement ce jeune-là pouvait se passer de jeunesse. Mais si j'ai dit que je venais présenter mes excuses à Ube, c'est parce que je lui ai fait subir ce que quelqu'un d'autre m'a fait subir moi-même. L'anecdote là aussi, j'étais représentant des étudiants et je venais défendre comme représentant de la Fédération des gens d'Afrique noire les boursiers sénégalais et j'étais le ministre de l'époque. C'était Abdoulaye Fofana, ministre de, je ne sais pas quoi, du gouvernement de Bomodia, soit loi cadre ou fédération, bref. Dans la grande salle de conférence du boutique administratif du rez-de-chaussée, voilà que, délégué comme tout le monde, je prends la parole pour exposer le point de vue des étudiants et brusquement,
le ministre de l'Éducation, Abdoulaye Fofana, me dit Camarade Ousmane, asseyez-vous. Je me suis assis. Je ne me suis rien dit. Et lui, après la réunion, je me souviens, et il me dit je m'excuse, mais d'un gars au Magouaï. Et c'est exactement parce qu'évidemment, tout petit, il m'a tiré il était notre instructeur à Kaola. Et il n'a pas pu concevoir à un moment donné que je puisse être un interlocuteur. C'est exactement la même chose qui m'est arrivé et qui m'arrive avec Ibader Thiam. J'ai eu devant une personne à téléphoner à Ibe. Le ton a paru à ce monsieur-là quelque peu inconvenant. Il me dit, mais monsieur le président, il y a une qui veut dire, ce qui représente dans ce pays. Vous êtes en train de le téléphone, c'est pour vous êtes là devant nous, et presque vous l'engueulez. C'est ça qui fait mes excuses parce que, effectivement, comme Fofana ne pouvait voir en moi que le petit élève, je ne peux voir en Ibader que véritablement l'enfant qui trottinait derrière moi et véritablement je viens ici lui présenter mes excuses parce que effectivement si j'étais lucide, j'aurais cessé depuis longtemps à l'appeler Ibe. Mais son livre que j'ai lu, j'ai été heureux d'entendre dans la bouche du professeur Sow ce que moi-même j'ai eu à lui dire lorsque j'ai lu le livre. C'est exactement les propos tenus par le professeur. Parce qu'il nous a quelque peu décomplexés. Et je lui ai dit, et c'est étonnant de la part du ministre de l'Éducation qu'il a été, et surtout de la part du ministre de l'Enseignement supérieur que j'ai été, je lui ai demandé pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi, au fond, nous n'avons jamais compris que nous avions une histoire. Il a fallu lire son livre pour effectivement comprendre que nous avons une grande erreur qui consiste à ne pas avoir appris dans nos écoles ce que nous étions véritablement. Nous avons, à travers ce livre-là, au fond, la preuve que nous avons été, non pas des esclaves, des non-compris, de rien, mais cette conscience qui est sortie de cette conscience qu'on pourrait appeler conscience noire, je n'en ai eu moins connaissance qu'à travers son livre. Et je lui ai dit, il n'est pas trop tard pour bien faire, il est nécessaire que les générations à venir ne subissent pas le même sort que nous. Il faut que nous sachions exactement par où nous sommes passés. Et c'est uniquement cette requête-là que je viens réitérer ici. Il faut faire en sorte que, là où vous êtes maintenant, Moustapha Agnès, président de l'Assemblée nationale, Ibader, excuse-moi encore, il faudrait que vous fassiez en sorte que ces idées-là contenues dans ce livre ne soient pas seulement le fait de chercheurs, de savants, d'historiens, mais qu'il aille jusque dans nos classes pour que nos enfants sachent exactement, au fond, d'où nous venons et où nous allons. Dans les documents officiels qu'il a signés, ne porte pas mention de son nom. Blaise n'a pas été, il a été illuminé là où il est dit qu'il a été illuminé parce que Blaise était un franc-maçon qui s'assumait. Il disait, dans des meetings qui se tenaient au Sénégal, dans ces réunions, il disait qu'il était franc-maçon et qu'il était incroyant. Il le disait publiquement. Et il ne s'en cachait pas. Et pendant la campagne électorale de 1914, cette question est venue en discussion. Les gens ont évoqué son itinéraire religieux. Si bien qu'évidemment, à sa mort, l'Église a dit qu'elle n'était pas d'accord pour qu'on puisse l'unir à Bel Air. Les musulmans aussi ont dit que, puisqu'ils n'étaient pas musulmans, on ne peut pas l'unir dans le militaire musulman. Et c'est dans ce moment-là qu'on a trouvé la formule qui a constitué l'endroit où il a été réservé. Merci, professeur. Nous donnons à présent la parole au professeur Mahmoud-Sen. Il y a ici qui devraient ou qui pourraient prendre la parole. Il y en a qui s'étonneraient qu'ils ont la plus poids.
C'est bien pour cette raison que je la prends, parce que quand je suis entré, c'est Mariano qui m'a offert sa place. J'ai venu pour m'offrir sa place. Cela veut dire que me mettre au premier rang, me sommant ainsi d'une certaine manière à témoin. Je disais, en hommage à Kizeko, lorsqu'il nous a quittés, et lorsqu'on nous a fait un beau colloque à Niamey, j'avais fait un texte que j'ai intitulé, on l'appelait le professeur. Quand vous descendez à Ouagadougou et que vous demandez la maison du professeur, vous n'avez pas besoin de préciser de quel professeur il s'agit. Vous n'indiquez pas une profession, vous indiquez un titre. J'ai dit que si vous n'avez pas utilisé ce titre-là, c'est ce que je l'ai sans doute utilisé pour parler de Ibadet Thiam lorsque ses collègues lui ont offert la somme de leur réflexion à l'occasion de son départ à la retraite. J'ai donc pu chercher un autre titre, et j'ai intitulé mon texte Ibadet Thiam ou la passion de l'histoire. L'histoire telle qu'il l'a vue est une passion, c'est une sorte de mania, c'est comme ça que le grec dit, une sorte de folie qui nous emporte. La vérité peut être dite, et malgré tout, peut être dite avec un engagement, avec un tel sens de la prise sur les événements, mais la vérité elle-même en rapport avec ce qui semble être son contraire, à savoir la passion, l'emportement, le combat. Ce sont ces hommes-là qui ont eu le combat de l'histoire. Parce qu'ils savent une chose, et ils l'ont su très tôt. Ils ont su que les batailles qui se mènent aujourd'hui se gagnent. Fukuyama l'a dit assez pour qu'on le sache. Les combats qui se mènent aujourd'hui se gagnent, ne se gagnent plus sur les territoires physiques. C'est dans les territoires de l'imaginaire que ça se gagne. Et les peuples qui n'ont pas de panthéon n'ont pas d'avenir. Aucun peuple ne peut vivre sans mémoire maîtrisée. Parce que l'exemple qui est le plus immédiatement saisissable, c'est l'exemple d'Israël. Voilà un peuple dispersé pendant 2000 ans et qui s'est retrouvé autour de la Torah, qui a fait que lorsqu'ils ont proclamé l'indépendance en écrivant le texte en yiddish, ils ont fermé cette parenthèse de 2000 ans. Donc, quand les historiens, j'aime bien discuter avec ce genre d'historiens parce que, au-delà du fait, au-delà des faits énumérés, ce qui les intéresse, c'est la question du sens. Au-delà des faits et au-delà des événements, quel sens donner à notre vie présente et à notre vie à venir. C'est comme cela qu'il faut la voir. C'est comme cela que l'histoire cesse d'être une histoire chaude, une histoire froide, excusez-moi, pour être une histoire chaude. Ça cesse d'être un problème purement intellectuel pour être un problème de passion. Ça permet de réconcilier vos deux compréhensions de la notion de révolution. J'ai eu la chance ou la malchance. La malchance au début, puisque nous avons passé la révélation à une année d'intervalle, de tomber moi sur le sujet, la notion de révolution. J'ai demandé tous les textes de Lénine, les rails de la révolution, tous ces textes-là, je me suis dit, c'est un sujet politique, je suis à l'aise. Parce qu'à l'époque, nous étions évidemment dans la grande retombée de la vague de 1908. Et donc la révolution, c'est un fait violent. C'est la prise en charge, c'est la prise de la partie. C'est cire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. C'était encore du sens absolu. C'est le mandat de la salle. C'est après coup que j'ai compris, que j'ai vu que la révolution, en son sens épistémologique, en son sens étymologique également, c'est le retour d'un astre
qui revient à son portrait et qui beaucoup la peau. C'est donc ça, c'est à la fois donc cette signification qui est une signification particulière, mais également le retour sur soi après en être sorti. Le nationalisme, c'est quoi? C'est le retour sur soi, le conquis. Merci. Monsieur le professeur, bonsoir. Je crois que je salue tous les collègues ici présents et qui me reconnaissent. Je suis venu, monsieur Iba Der Thiam, sous 3 casquettes différentes. Je suis venu avec la délégation des notables de Liberté 4. Qui vous rendent un hommage mérité parce qu'ils sont contents d'être les voisins d'une l'éminente personnalité que vous êtes. Alors, je vais faire leur porte-parole pour vous dire tout leur contentement envers vous. Parce que vous vous investissez dans le social et ce n'est pas la peine de nous étendre là-dessus. Parce que vous le faites. Comme vous le faites partout ailleurs, mais vous le faites aussi pour les notables de Liberté 4. Donc il vous remercie. Le deuxième remerciement, c'est quelque chose de très personnel, monsieur le professeur. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Monsieur le professeur m'a trouvé une fois, ça fait très longtemps, parce que je suis à la retraite maintenant, dans une salle d'examen. Quand il m'a vu, nous étions seulement 2 femmes de l'amphithéâtre et des pleins d'hommes. Il était tellement content. Mais Seynabou, c'est toi qui es là. J'ai dit, ça y est, j'ai eu la peur de ma vie, parce que je me suis dit que je n'avais pas le droit d'échouer. Et c'est ce job sénégalais qui a fait que je n'ai pas échoué. Je vous en remercie et je vous remercierai jusque dans ma tombe, monsieur le professeur. Le professeur formatrice à l'école supérieure. Monsieur le professeur, c'est lui qui m'a tellement encouragé, tellement boosté, comme disent les Anglais, que j'ai été professeur, j'ai été ceci, cela. Et grâce à vous et au bon Dieu. Donc, il y a ici des personnes qui disent qu'ils remercient le professeur. Et moi, je le remercie 1000 fois plus. Parce que peut-être c'est lui qui m'a donné les leçons. Et je me suis senti toujours protégé. Et la qualité de cet ouvrage, monsieur le professeur, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez les dissertations littéraires que vous me rendiez. Parce que pour cette manière, il manquait une virgule ou un point de vue. Vous êtes la perfection, Dieu merci. Et nous aimons la perfection. Monsieur Thiam, la perfection, nous vous adorons. Vous avez été un bon professeur. Et au Parlement, vous prenez un exemple. Je ne sais parce que je vous ai trouvé à l'Assemblée nationale. Et c'est vous qui m'avez encouragé jusqu'à la qualité de cet ouvrage. Ce n'est pas la peine. D'autres éminents professeurs l'ont dit. Et de toute façon, vous étiez toujours plein. Il n'y a plus d'instruction civique. Dans les classes, vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Et je crois qu'avec ce livre, la jeunesse, les jeunes vont suivre l'exemple et enseigner que nous avons une histoire. Merci, madame. Merci beaucoup. Je suis le petit-fils de Président, mais le fils de Roland Diagne qui était votre ami. Je me rappelle quand j'étais jeune, vous passiez à la maison le soir. Je voulais avoir effectivement que la cérémonie se termine, remercier d'abord les autorités sénégalaises, les anciennes comme les présentes, du nom qu'ils ont eu à donner à cette œuvre qui sont en train de bâtir l'aéroport de Saint. Je voulais aussi remercier l'ensemble des historiens qui ont eu à faire des œuvres de Président. Parce que vous avez rappelé tout à l'heure que cette année, c'est le 100e anniversaire de son accession au palais de Bourbon. La famille, moi je suis le seul petit-fils ici actuellement au Sénégal, mais mes frères étaient présents aux cérémonies qui sont organisées au palais de Bourbon, à Dunkerque et à Lille.
Il y a mon ami Carlo Ibrahima qui a fait effectivement une intervention. Professeur, permettez-moi juste de vous rappeler une chose, que c'est vrai que le fameux Alassane est le fils de Blézin, dont vous avez fait référence. Mais moi, Alassane Blézin, c'est moi qui ai fait cette contribution que Carlo Ibrahima a eu à j'ai tenu à le faire, pas pour aller en contribution, en contradiction ou discuter par rapport à son appartenance ou non à la franc-maçonnerie, parce que le président lui-même ne s'est jamais caché. Mais aussi, rappelez qu'en 1972, lors du centenaire de sa naissance, il a été affirmé ici que Blaise n'a jamais caché son appartenance à la franc-maçonnerie. Mais malheureusement, il faut reconnaître que Blaise est né, comme vous l'avez rappelé par son nom, de famille musulmane. De la maman de Blaise, Nyanya Antoine Pereira, qui était bien talibé de Cheikh Amadou Bamba et enterré dans ce cimetière près de, à côté de Soumoudou. Et que Blaise a toujours tenu à être enterré à côté de sa maman. De son vivant, il l'a toujours exprimé. Malheureusement, à l'époque, les autorités ne pouvaient pas permettre l'enterrement de Blaise à l'intérieur du cimetière parce qu'il fallait lui faire effectivement cet honneur dont Carlo Ibrahima Ndao a eu à faire. J'ai toute la photo de la cérémonie de procession depuis l'arrivée jusqu'à l'enterrement. Le mur qu'il y a actuellement au cimetière, la grille qu'il y a actuellement au cimetière n'ont jamais été refaits après 1934. Ce sont les mêmes qui sont là jusqu'à présent. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. Appréciez le appel. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, prenez la parole pour clôturer la séance. Enterré à côté de ma mère. S'il veut être enterré à côté de sa mère, mais si sa mère est musulmane, et si lui n'est pas musulman, ça ne peut pas se faire en islam. Ça ne peut pas se faire non plus dans le christianisme. On ne peut être enterré côte à côte. Les cimetières, même quand je suis colonien, les cimetières étaient séparés. Allez à Dakar, vous avez des cimetières, là, c'est séparé. On gueule partout, les cimetières séparés. Chacun a ses cimetières, c'est comme ça que cela se fait. Et lui ne cachait pas ses sentiments. La population de la Papouille, c'est pas à cause de ça. Malgré ça, ils l'ont élu. Mais quand il est mort, les gens ont dit bon, non, on ne peut pas aller dans le cimetière. Merci beaucoup. Voilà.